Bonjour mes seigneurs, je vais essayer de tenir ma promesse, mais je ne vous promets rien. Je vais essayer d'évoquer tous les bons mots, de ne pas évoquer, donc de vous épargner tous les bons mots que l'on peut faire aujourd'hui avec notre sujet du jour, toutes les expressions populaires dont la liste est très très longue à base du mot pied, puisque c'est de lui dont on parle aujourd'hui, le pied qu'il faut soigner, caresser, préserver, et qui est le sujet d'une enquête complète de ma consoeur Véronique Julia, bonjour, chef du service santé du magazine Notre Temps. Les pieds dont vous allez certainement vous servir pour suivre en courant les bons conseils de notre Signorita, Constance, bonjour Constance, qui vous propose de voyager au-delà de la nuit, dirait un certain écrivain. Le pied que vous prendrez, j'ai craqué, pardonnez-moi, en lisant et en ouvrant le super bon bouquin de Julien M, Le pot de départ, Julien M, qui est avec nous pour évoquer avec humour, réalisme et perspicacité le si bon mauvais moment qu'est la retraite, Le pot de départ paru chez Mazarine. Être en pleine forme, c'est le pied, on en parle. Véronique, bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet si sensible, puisque le pied est, paraît-il, l'une des parties les plus sensibles de notre corps. Je confirme. Elle confirme. Alors pourquoi avoir fait le choix de consacrer finalement ce dossier, ce mois-ci, sur les pieds dans le magazine Notre Temps ? Parce que c'est le retour de l'été, on a caché nos pieds tout l'hiver, on ressort les sandales, on est content de mettre des tongs. Et souvent, ce faisant, redécouvrant nos pieds, on se rend compte qu'on a des petits bobos qui s'accentuent sans doute souvent avec l'âge, un peu de sécheresse, des cales aux pieds, des déformations. Donc c'est l'occasion de faire le point, de dire comment les soigner. Donc ça, c'est un côté un peu esthétique. Et puis il y a le côté très fonctionnel, parce que nos lecteurs sont des grands randonneurs, des grands marcheurs. On leur conseille d'ailleurs de marcher beaucoup, parce que c'est bon pour la santé, et qu'on ne marche pas bien avec un pied en mauvais état. Alors c'est vrai qu'un pied à la sortie de l'hiver, c'est pas toujours beau à voir, mais vous dites surtout que quand un pied va mal, c'est souvent tout le corps qui va trinquer finalement, non ? C'est les piliers de notre équilibre. Donc si le socle est bancal, tout va devenir bancal. On va ajuster la posture, on va essayer de compenser, ça déséquilibre le squelette, et ça fait le lit finalement de beaucoup de problèmes, des problèmes de dos, de hanches, de genoux. Donc en fait, il faut agir avant que les problèmes ne s'installent. Je voudrais juste vous donner un petit chiffre que je trouve assez parlant, parce qu'on parle beaucoup du nombre de pas qu'il faut faire, 5 000, 10 000 pas par jour. On ne traduit pas toujours ça en kilomètres. Et en fait, un pas, c'est 80 cm. Et finalement, si vous ajoutez ça au cours d'une vie, on fait plus de 2 fois le tour de la Terre avec nos pieds en marchant. 100 000 km, ça fait plus de 2 fois le tour de la Terre. Et là, je vous parle encore des marcheurs moyens, on va dire, parce que les gros marcheurs, ils font facilement 4 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur en une vie. Et parenthèse, où est-ce qu'on trouve ce genre de chiffres ? Vous les trouvez n'importe où. Vous tapez sur Internet, vous verrez. Bon, alors, parlons un peu du quotidien, parce que pour avoir des pieds en forme, il y a peut-être des choses à faire, non ? Déjà, le choix des chaussures, j'imagine. Alors, j'allais dire, c'est le nerf de la guerre. Vous allez voir, on va en parler. Les mauvaises chaussures, font le lit de tous les problèmes. En fait, les Français sont très mal chaussés, finalement. On s'est rendu compte dans des études que les 3/4 des Français ont des chaussures trop étroites, trop larges, avec une mauvaise pointure aussi. Je n'ai pas regardé vos chaussures aujourd'hui, mais on porte beaucoup trop de baskets où le pied s'avachit, s'étale. Les talons, c'est joli, mais c'est trop étroit et il y a tout le poids du corps qui appuie sur l'avant-pied, donc c'est très mauvais. Donc finalement, j'ai envie de dire, les conseils, c'est de limiter ces chaussures-là, baskets et talons, on évite de les porter trop souvent. Il faut alterner les chaussures aussi. Il faut mettre 2 cm de talons au maximum. Alors évidemment, on peut se permettre des petits extras et porter des talons de temps en temps, mais pas tous les jours. Il faut une bonne semelle, un contrefort arrière solide, un avant-pied suffisamment large pour qu'on puisse bouger un peu les orteils. On alterne les chaussures, je vous le disais. On porte des chaussettes en fibre naturelle l'hiver, parce que le coton, c'est mieux que le nylon. Et attention, quand vous achetez vos chaussures aussi, c'est important de le savoir, on prend facilement une pointure en vieillissant. Mais oui. Donc on dit chausse du 38, non, pas toujours. Tu es déjà au 54. Voilà, non, 54 peut-être pas, mais vous risquez de prendre quand même une petite pointure, donc faites attention à ça. Toutes les marques ne chaussent pas pareil, donc il faut essayer. Et si vous avez les jambes un peu lourdes, essayez plutôt vos chaussures
en fin de journée, parce que sinon vous aurez des mauvaises surprises. Alors, entre, chère Véronique, être trop à l'aise dans ces pompes et souffrir en permanence, il y a peut-être aussi la solution de la semelle orthopédique. Alors la semelle, ça c'est quand vous avez des mauvais appuis, je vous conseille d'aller chez le pédicure podologue qui peut vous fabriquer une semelle adaptée qui facilitera votre marche. Il prend des mesures, en plus maintenant il y a des impressions 3D, c'est beaucoup plus développé, enfin c'est beaucoup plus précis on va dire qu'avant. Donc vous pouvez avoir un produit très intéressant qui réglera un peu les douleurs et les problèmes d'appui. Il faut savoir qu'avant il fallait passer par la case du médecin. Aujourd'hui, pas besoin. Donc le podologue peut vous faire une prescription qui vous donnera droit à un remboursement de la Sécu. Alors je ne vais pas vous dire que le remboursement est énorme, mais il faut quand même avoir une assez bonne mutuelle. Finalement une semelle, c'est 150, c'est 150 à 200 euros pour la réalisation, le suivi. C'est remboursé 17 euros à peu près par la Sécurité sociale. Regardez ce que vous propose votre mutuelle, c'est mon conseil. Oui. Ouais, en général, les mutuelles pour les seniors, c'est plus cher que pour tout le monde. Oui, mais parfois, il y a aussi des petits services quand même qui se payent, mais qui sont intéressants. Alors, premier conseil, c'était de choisir la bonne pompe, la moins funèbre possible. Et le deuxième, c'est quand même de s'occuper de ses pieds et de les garder en bon état. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les garder en bon état? Alors, il y a des règles de base. J'ai l'impression de parfois dire des lapalissades dans ce dossier, mais c'est important de les rappeler. Bien les sécher entre les orteils, parce que c'est le lit aussi de champignons, de mycoses. Attendez l'automne. Voilà, les frotter. Vous savez que le talon a une peau 7 fois plus épaisse que le reste de la peau. Donc il faut un petit peu frotter les talons pour desquamer, pour que on n'ait pas trop de callosité. Donc ça, c'est important de frotter les talons à la pierre ponce, on va dire à la sortie de la douche, 2-3 minutes, une fois par semaine. C'est pas non plus obligé de le faire tous les jours. Et puis, vous les hydratez, crème à la glycérine, une crème hydratante que vous avez sous le coude. Et si vraiment vous avez l'impression d'avoir des pieds très très secs, il y a en magasin, enfin en pharmacie plutôt, et sans ordonnance, vous trouvez des crèmes dites à l'urée qui sont particulièrement émollientes et qui ramolliront la peau en fait du talon. D'accord. Et c'est un bon moyen d'éviter que des callosités s'installent. Parce que sinon, entre parenthèses, et entre nous, quand on a la peau dure, c'est plutôt bien quand on marche pieds nus. Regardez à la fin de l'été, vous avez des petites stries et la peau quand même qui est un petit peu sèche. Il y a des pieds et des signaux sur les pieds qui montrent que certains sont plus sensibles que d'autres et qu'il faut les surveiller peut-être plus que d'autres. Je ne parle pas du pied gauche, du pied droit, mais chez les uns ou chez les autres. La règle, c'est que dès que vous avez une cicatrice ou quelque chose qui évolue mal, qui ne bouge pas trop, il faut quand même aller consulter. Après, évidemment, il y a le problème des diabétiques. Alors, avec l'âge, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes de diabète de type 2. Alors là, le problème, c'est que le diabète, c'est un excès de glucose dans le sang qui a des conséquences sur le long terme. C'est-à-dire qu'à force, on cicatrise moins bien, le sang circule moins bien et les nerfs peuvent être atteints à terme. Alors, je vous parle quand même d'une petite minorité de personnes qui souffrent de diabète qui sont touchées par ça. Mais justement, comme les nerfs sont atteints, on peut avoir quelque chose qui évolue mal, qui va potentiellement même gangréner et on ne s'en rend pas compte. Là, vous me faites peur. Non, mais c'est vraiment une toute petite proportion, je ne veux pas être alarmiste, mais si je vous disais le chiffre des amputations liées aux problèmes de pied, il y en a près de 10 000 en France chaque année. Donc, ne nous alarmons pas, c'est des gens qui ne sont pas du tout surveillés, etc. Mais c'est bon de le dire, mieux vaut prévenir que guérir. C'est important de le dire et d'ailleurs, c'est un risque qui est connu puisque les personnes diabétiques, en général, sont suivies et ont droit à 5 à 8 séances de podologue chaque année remboursées par la Sécurité sociale. Et puis, chère Véronique, troisième conseil, et ça va de soi, après avoir entendu ce que vous venez de nous dire, c'est de traiter les problèmes au plus vite et quand ils arrivent, et là je reprends mes petites notes parce qu'il y en a quelques-uns, et pas des moindres, les problèmes qui s'installent, effectivement, il peut y en avoir beaucoup, comme les cors, les verrues plantaires, les ongles incarnés, j'arrête là, c'est assez fréquent ça, et on peut les arrêter Alors ça, c'est, les callosités, les yeux de perdrix, les corps, les durillons, c'est un terme, il y a plusieurs termes poétique. En fait, mais ça veut dire, très poétique en général, c'est des épaississements de la peau, donc ça se traite en frottant à la pierre ponce, comme je vous l'avais dit. Régulièrement, ses pieds sont talons. S'il y a de la gêne, on peut aller chez un podologue qui s'en occupe un peu pour réduire ses cornes. Et puis, il peut vous réaliser des petites prothèses, en fait, des orthèses, on appelle ça. D'accord. C'est des petits moules en silicone entre les doigts de pied pour éviter les frottements. Les verrues, il n'y a pas que les enfants qu'on attrape, on en attrape aussi. Parfois, ça part, c'est lié à un virus, donc parfois, ça part tout seul. Parfois, il faut aller acheter une crème en pharmacie. C'est plus ou moins efficace.
Et puis parfois, il faut se faire brûler la verrue, là. Ça vous rappelle pas des souvenirs d'enfance? Oh là là, Aussi. C'est la cryothérapie. mais c'est mieux que à la- l'amputation. Voilà, c'est mieux que l'amputation. Enfin, les verrues plantaires vous font quand même pas courir ce risque. Et puis l'ongle incarné, alors ça, c'est vraiment très très fréquent. C'est lié souvent à des chaussures trop étroites, à des ongles mal coupés. On les a coupés en arrondi, alors qu'il faut les couper droits. Alors vous savez ce que c'est, hein, c'est l'ongle qui rentre, Oui, qui rentre finalement dans l'orteil, quoi. Voilà, qui rentre dans la peau. Mauvaise coupe, courbe particulière de l'ongle. Alors au stade débutant, vous allez voir un podologue qui vous libère un peu tout ça et qui désinfecte. Parfois, quand ça devient un peu purulent, si j'ose dire, il faut passer par la case chirurgie. C'est pas très long, ça dure 20 minutes, c'est pas très traumatisant, mais il faut quand même passer par une case chirurgie chez le dermato. C'est une horreur, sauf quand vous en parlez, et je vous en remercie. Vous passez aussi en revue dans votre étude d'autres problèmes. Oui, un truc sur la courbure de l'ongle, on peut faire quelque chose. Il y a une technique qui s'appelle l'orthonixie, c'est-à-dire qu'on va vous mettre une petite barre en titane à la base de l'ongle pour qu'il repousse plus droit et moins courbé, et que vous évitiez. Bon, c'est pour des cas vraiment d'ongles très courbés. Voilà. Oui, ça peut faire sonner les appareils à la douane Ça dans vous les fait aéroports. peur, mais tout ça, c'est bien pour les pieds. C'est mieux de les soigner que de les... Alors, je parlais des autres petits problèmes qui ne sont pas si petits que ça, d'ailleurs, et qui sont assez courants, qui portent d'autres noms, qui nécessitent effectivement que je regarde mon petit papier. L'hallux valgus, l'épine calcanéenne, le syndrome de Morton. Non, oui, de Morton ou de Morton. Morton. Ça dépend si on est plutôt anglo-saxon ou fromage français, avec des prises en charge un petit peu plus lourdes. On va commencer par l'hallux valgus. Oui. C'est quoi? Alors, ça vient du latin, hallux, gros orteil, valgus, dévié, bancal. Donc ça, on appelle ça l'oignon, trivialement. Ah bah oui. C'est la fameuse petite Aïe. bosse. En fait, c'est une déviation de votre gros orteil vers l'extérieur, qui fait qu'au début, on le tolère. C'est un Français sur 3 qui est concerné quand même. Donc ça s'aggrave avec le temps. Donc vous voyez la bosse apparaître, et puis au fil des ans, elle va dévier de plus en plus vers l'extérieur. Ça peut être extrêmement douloureux. C'est héréditaire, malheureusement. Donc, pour ceux qui ont vu grand-papa, grand-maman et les parents en souffrir, en général, vous y couperez pas. Quelle bonne nouvelle. Mes parents l'ont, donc merci. Voilà, Je suis heureux. J'ai bien fait de venir. Bienvenue au club. En même temps, vous pouvez quand même, en portant des chaussures... Vous n'y couperez pas à l'oignon. L'oignon, 2 points, aïe, aïe, Premier aïe. jeu de mots. Aïe, aïe, aïe. Il se retient. La course, Tu te retiens beaucoup, je trouve. Non, alors effectivement, oui, en général, on peut difficilement y échapper. On peut quand même mettre des petites orthèses qui vont éviter, porter des chaussures un peu larges, mais il faut souvent passer par la case chirurgie au bout d'un moment parce que ça devient très douloureux. Là, pareil, c'est en ambulatoire, on va réaligner votre os et vous remarchez au bout de 2 jours et vous reportez toutes les chaussures que vous voulez au bout de 3 semaines. On change de zone, on va du côté du talon pour un autre problème, l'épine calcanéenne. Oui, c'est la douleur. Alors ça, c'est une petite excroissance sous le talon. C'est lié à une inflammation du ligament qui est sous la voûte plantaire. D'accord. Souvent, c'est mauvaises chaussures, impact répété, favorisé par le surpoids aussi. Donc là, pareil, première étape, des semelles, des étirements. Il faut tirer un peu ses orteils vers soi pour tirer un peu sur le ligament. Ça permet de soulager. Et puis, si les douleurs persistent, il y a une technique qui s'appelle la thérapie par onde de choc extracorporelle qu'un spécialiste vous fait. C'est un kiné ou un médecin. Et ça, c'est des petits impacts que vous subissez et qui permettent de réduire un petit peu... Non, mais ça fait du bien. Quand ça s'arrête, non. Vous souffrez tellement avec une épine calcanéenne que franchement, vous êtes content et ça vous soulage dans la plupart des cas. On passe à la 3e pathologie, le syndrome de... Alors, Norton. Moi, je dis Morton. Peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours dit... c'est ça fait bien. Syndrome ou névrome. Alors ça, c'est une douleur inflammatoire qui va toucher le dessous de votre avant-pied. Donc, alors là, on a carrément l'impression de marcher sur un caillou et d'avoir des petites décharges électriques. C'est la compression d'un nerf qui est situé entre... alors, attendez, je regarde. Le 3e et le 4e orteil.
Donc en fait, à chaque fois que vous marchez dessus, vous comprimez le nerf et ça vous fait une décharge. C'est extrêmement douloureux. Pas mal de femmes après 50 ans sont touchées. Les chaussures sont souvent en cause, il faut bien le dire. Pour soulager la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Des meilleures chaussures, des anti-inflammatoires, voire des injections de corticoïdes. Et dans des cas très rares, il faut passer par une petite chirurgie pour qu'on arrange le nerf comprimé, voire qu'on le supprime. Génial, Véronique, et merci beaucoup. Hormis lire votre article, bien sûr, dans le magazine Notre Temps, quelques conseils de lecture. Vous avez 20 secondes, attention. 20 secondes. Prenez soin de vos pieds de Pierre Schlinger. Alors, ça s'écrit Schlinger, c'est peut-être Schlinger, je ne sais pas. Qu'il m'excuse. Là, c'est un petit peu, il passe en revue un peu tout ce qu'on a dit. Et puis, il y a des pieds en bonne santé de Muriel Montanvert. C'est une podologue et elle nous a beaucoup aidé pour ce dossier. Donc, je suis contente de parler de son livre. Alors, elle dit un petit peu toutes les fonctions du pédicure podologue, voilà, en quoi ils sont utiles. Et puis je vous renvoie aussi à l'Union française pour la santé du pied, qui donne plein de conseils pratiques aussi. Ils ont un site, vous le trouvez facilement. Merci. Et pour prendre soin de ses pieds et de son pied, un autre conseil de lecture, on y reviendra tout à l'heure, c'est le pot de départ de Julien Hebb qui est là, qui attend patiemment et qui sourit à ce qui est dit. D'ailleurs, avant de parler de son ouvrage et de l'intérêt qu'il porte aux retraités, c'est gentil, il est l'heure quand même de changer de pied, comme on dit en équitation, et de vous inciter au voyage à pied, à cheval ou en bateau à voile, comme dirait la chanson Constance. Top départ et non pas pot de départ. Alors, comme ça, Signorita, voulez-vous donner des ailes et donner des ailes aux autres femmes? Oui, aujourd'hui, on s'offre une cure de jouvence. On fait notre valise et on part en vacances. Sans vous, mari, amoureux, enfant. Seul, une escapade rien que pour soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est une petite révolution que de plus en plus de femmes font chaque année. Le voyage féminin a doublé en 3 ans et c'est grâce aux femmes de plus de 50 ans. On en rêve toutes secrètement, avouons-le. Mais c'est comme un fantasme qu'on garde pour soi sans même imaginer pouvoir un jour le concrétiser. Parce que l'idée seule de partir provoque des questions culpabilisantes, quand même, souvent. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent? Oui. Est-ce que je ne vais pas abandonner tout le monde derrière moi? Non. De quoi je vais avoir l'air vis-à-vis de mon mari, mes collègues, mes amis, ma famille? On s'en fiche. Mais de fait, vous n'y échapperez pas. Non seulement c'est culpabilisant, mais en plus, il y a beaucoup de suspicions à ce moment-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a un amant, elle est malade, elle est déprimée, mais qu'est-ce qu'elle a? Zut, elle est normale. 50 ans. Voilà ce qu'elle a. C'est pas une crise, c'est juste qu'enfin, on a un petit créneau dans notre emploi du temps. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Ça fait des années, voire des décennies qu'on n'en a pas eu. Donc là, c'est le moment idéal. Notre carrière est bien engagée et les enfants sont grands. Qu'on soit marié ou célibataire, le but est le même. Se retrouver soi-même et se faire du bien. On va prendre l'air, quoi. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez mal dans votre couple, mais juste peut-être de respirer un peu, de se décoller de l'autre. C'est quand même très normal au bout de 20 ans, 30 ans de mariage. Ça peut même repimenter le couple. Les femmes célibataires, elles, découvrent qu'être seule, ça ne veut pas dire être solitaire. Non, loin de là. Et c'est tout le process de ce projet qui est jubilatoire. L'avant, le pendant et l'après. La phase de préparation, c'est comme une excitation qui monte à mesure que le projet s'organise, évidemment. On met les conditions idéales de notre fugue. On est prête à tous les défis, les plus fous aux plus simples. Se mettre au trek, au surf, à la plongée sous-marine, ou juste faire des visites culturelles, bouquiner des livres sous un chêne, qu'on aille près ou loin de chez soi, peu importe. On se documente sur les points de chute, des hôtels, des campings, enfin ce qu'on veut. Et puis surtout, on achète un billet de train ou un billet d'avion, un seul pour une fois. Et là, rien que de faire ça, c'est déjà dire ciao à tout le monde. Une fois sur place, c'est énorme. Un bien-être absolu et physique surtout. Quand on voyage, on renoue avec soi-même. Vous savez, celle qu'on n'a pas écoutée depuis longtemps. Mais le bénéfice vient surtout des rencontres improbables qu'on fait avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés dans son quotidien. S'intéresser aux autres, ça crée du lien. En fait, ça active la neuroplasticité du cerveau en l'obligeant à s'adapter à de nouveaux lieux et à des nouvelles personnes. Je vous l'ai dit, le cerveau adore la nouveauté.
Voilà, le voyage en solo, ça booste la confiance en soi et ça gomme le stress chronique. En fait, il n'y a pas meilleur antidépresseur ni meilleur anti-vieillissement. C'est la meilleure thérapie pour notre santé mentale. Dernière étape, le retour à la maison. On revient légère, épanouie et peut-être plus amoureuse. Alors, visualisez une seconde votre valise qui est au fond du placard. À l'instant même, des milliers de femmes s'apprêtent à boucler la leur pour partir seules. Et si c'était votre tour maintenant ? Eh bien justement, c'est au tour de Julien M, j'allais dire, mais sans jingle. On passe directement aux commentaires par rapport à ce que vous venez de dire sur ce voyage très féminin. Je vous ai vu écrire, prendre des notes ou noter des trucs. Oui, c'est oui, pour un la prochain bouquin. multiplication du voyage féminin, parce que moi j'ai une personnage justement du pot de départ, Martine, Ben oui. qui vient de divorcer et qui n'attend que la retraite pour voyager seule, pour aller dans les Caraïbes, pour aller au Sénégal et se balader, et surtout voyager parce que son mari ne voulait pas voyager, et donc elle s'interdisait de voyager. Ça me fait penser un peu à ma mère qui avait des rêves de voyage, mon père casanier. Elle n'est jamais partie, donc peut-être qu'en voyant cette émission, elle va se dire mais je vais écouter, mais oui, et pourquoi je vais attendre ? partir seule malgré mes 80 ans avec mon petit baluchon sur l'épaule, j'espère. Et pourquoi pas seconde jeunesse. Dites-moi, Julien, pourquoi dans le pot de départ, celui qui part en retraite, c'est l'homme? Ça aurait pu être la femme, non? Oui. Ah, ça aurait pu, et j'avais une chance sur deux. Donc, C'est pas les mêmes personnages. c'est pas les mêmes personnages, et surtout, je me suis inspiré du pot de départ de mon père, qui m'a annoncé qu'il avait fait un stage de préparation à la retraite. Donc déjà, moi, je ne savais pas que ça existait. Ah, donc tout ça, c'est du vécu, finalement. C'est inspiré d'une histoire vraie. Hein, donc, et quand j'en parle, on me dit mais t'as inventé, ça n'existe pas. Et si, ça existe vraiment, le stage de préparation à la retraite. Et je me suis dit mais pourquoi tu as besoin de te préparer à ne rien faire. Tu vas aller nager, tu vas aller voir tes amis. Et en fait, si, on a besoin de se préparer. Déjà parce que les chiffres sont là. 20% des néo-retraités font une dépression. Parce qu'il y a une perte d'identité, perte d'utilité. Qui je suis une fois que je ne travaille plus. Il y a le divorce gris, donc des plus 60 ans, qui a été multiplié par 3 en 30 ans. Donc peut-être que ma femme qui est à côté de moi, elle n'a qu'une envie, c'est de me larguer. Et c'est possible, hein, vu que maintenant elles partent en solo, elles n'ont qu'une envie, c'est larguer leur mari. Elles travaillent, elles sont indépendantes financièrement. Exactement, elles peuvent. Et puis il y a la question aussi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui une fois que plus personne ne remplit mon agenda ? Parce que depuis qu'on est enfant, il y a l'école, il y a le patron qui nous dit demain tu as rendez-vous pour les mathématiques à 9h, tu vois ton client à 15h, comment on le remplit cet agenda ? Et voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ce pot de départ et ce stage de préparation à la retraite. Effectivement, il y a deux grands instants dans l'ouvrage. On va dire que c'est un roman, mais bon, voilà, inspiré de faits réels. Il y a ce stage de préparation où on découvre toutes les possibilités. On se demande d'ailleurs si c'est du lard ou du cochon, parce que quelquefois c'est un petit peu caricatural quand même, le stage. Tout est vrai, tout est vrai. Ils m'ont raconté. C'est là où c'est épatant. Ils m'ont raconté. Cela dit, c'est assez jouissif parce qu'il y a quand même de la bonne humeur, même s'il y a du chonchon dans le jardin. Mais le pire moment, c'est quand même le pot de départ. Ça commence très fort dans l'ouvrage. Le pot de départ dont vous vous servez aussi à la fin, bien sûr. Le vrai moment du départ en retraite et le regard sur la salle qui est là et qu'est-ce que j'ai envie de leur dire. Bien sûr. Jean-Michel, qui part à la retraite, il se demande mais qu'est-ce que je vais dire pour mon discours de pot de départ ? Est-ce que je dis la vérité ? Toi, je t'ai beaucoup aimé, toi, tu m'as cassé les pieds, toi, je pouvais pas te piffrer, toi, t'étais un con. Ou alors, il part de manière consensuelle, comme souvent dans les pots de départ. Vous avez manqué, j'espère qu'on se reverra. Alors qu'on sait très bien que dans 10 jours, tout le monde aura oublié ce pauvre Jean-Michel. Il n'existera plus, il n'aura plus de bureau, il n'y aura plus d'email. Et il y aura juste un ou deux camarades qui le reverront. Donc, il se pose cette question-là et on a tous vécu ce genre de pot de départ où le champagne est un peu froid, un peu chaud, le saumon est pas bon et on se dit bon, on est là, mais on reste 10 minutes et après on y va quoi, parce que bon. C'est très très vrai, c'est tellement vrai même que quelquefois c'en est, au-delà de la causticité, c'en est triste et dramatique et pathétique. Exactement. Le pot de départ, c'est une épreuve en fait, non ? C'est une épreuve et qu'on est obligé de faire, par laquelle on est obligé de passer. D'ailleurs, il y a une vraie question aussi par rapport au niveau des générations, parce que nos parents, nos grands-parents, ils consacraient 20 ans, 30 ans de leur vie à la même boîte, donc il y avait un vrai attachement, c'était presque une famille. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent 8 à 9 entreprises dans leur carrière. Donc tous les 2-3 ans, ils bougent. Donc il n'y a plus cet attachement, donc il y a vraiment une différence. Et c'est pour ça, à un moment, Jean-Michel, il y a un stagiaire qui lui tape sur l'épaule. Oui. Bon, à la revoyure, il se dit, mais... Je sais même pas qui t'es en fait, mais qui es-tu ? Et lui, il est triste de cette époque-là où tout le monde se connaissait, c'était une famille, on se revoyait.
Et là, il sait que personne ne va le revoir ou va le rappeler. Donc, c'est assez terrible pour lui. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces stages de préparation, de ces moments en groupe où ça fait un peu retraite, mais retraite spirituelle, quoi? Oui. Après, c'est un peu une sorte de Club Med, il le dit. Hein. Ouais. C'est indolore, une Club Med. Mais quand même, on se pose des questions sur est-ce qu'on déménage ou pas? Parce qu'il y a cette question entre sa femme Sylvie qui veut rentrer en Bretagne et lui veut rester en Île-de-France. Il y a la question aussi du rapport aux enfants, aux petits-enfants. Sa femme veut voir les petits-enfants tous les week-ends et lui dit mais à la retraite, moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être tranquille. Et je le vois, moi j'ai un fils de 3 ans à la crèche, il y a des grands-parents qui sont là tous les soirs et je sens des fois le père, le grand-père qui dit quand est-ce qu'il arrive, j'en ai marre, on est tout le temps là. Donc il y a aussi cette question de la place des grands-parents qui sont un peu des nounous gratuites. Et il le dit, Jean-Michel, moi je veux pas être une nounou gratuite en fait. Non, mais lui, il est particulièrement ronchon. Hein, Ah, et il est ascendant très ronchon. Et ascendant ronchon. Exactement. Et j'avais écrit d'ailleurs un scénario en pensant pour Jean-Pierre Bacry. Ouais, Et voilà, je pense au sens de la fête Ah, mais depuis le début. il faut lire Il y a un côté comme si ça. vous lisez le Le livre, pot de départ est un film. c'est un film et ça va être adapté au cinéma. On a signé le contrat la semaine dernière, donc voilà. Maintenant on cherche les acteurs, mais. Alors, puisque c'est un petit peu autobiographique, il y a l'exemple de votre papa, Julien, comment vous l'avez vécu parce qu'il y a l'épouse, mais il y a les enfants, et qui regardent le papa partir en retraite et être comme Jean-Michel ou, Oui. Alors moi c'est différent parce que je suis à Paris, mes parents sont à Marseille, donc ils sont loin, je les vois pas souvent. Ah, super. Mais par contre je me suis inquiété pour ma mère. Je me suis dit, une fois qu'il va être à la retraite, ça va être un Enfer. lion en cage qui va tourner, qui va lui rendre la vie impossible. Et 20 ans après, ils sont toujours ensemble. Donc, ils ont réussi, peut-être grâce à ce stage, à se poser les bonnes questions, à trouver leur équilibre. Parce qu'en fait, ils ont une équipe très différente, les deux. Mon père, il va à la plage, il voit ses amis, il se retrouve à 18h avec ma mère, qui, elle, va au cinéma, va au théâtre, lit. Et du coup, à 18h, ils se retrouvent comme s'ils avaient travaillé. Et du coup, ils se racontent leur journée. Et je pense que ça les sauve, parce que si c'était resté 24h/24 l'un en face de l'autre, qu'est-ce qu'on se raconte si on n'a pas de passion, si on n'a pas d'activité dans sa journée? Donc il y a vraiment ça qui est important, et quand on est en couple, il faut se dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va pas faire ensemble, et à quel moment on se retrouve, et qu'est-ce qu'on se raconte, et la question aussi des enfants, des petits-enfants, est-ce qu'on les garde, on ne les garde pas, c'est important. Ben merci en tous les cas, merci de nous avoir Merci à mis vous. l'eau à la bouche avec humour, causticité et un don de l'observation particulièrement aiguisé. Merci. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage, Le pot de départ de Jean-Michel M, paru chez Julien M. Julien. J'ai dit quoi Jean-Michel, c'est C'est mon le personnage. Oui, Jean-Michel, ça y est, j'en avais déjà fait un héros pour le film. Voilà, peut-être que vous jouerez le rôle de votre père. Julien M, Le De pot de son départ fils. chez Mazarine, et puis le magazine, bien sûr, Notre Temps, avec l'excellent dossier Sur les pieds, le gauche comme le droit, de notre amie Véronique Julia. Merci à tous les deux, merci beaucoup, Constance. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, puis on se dit forcément à bientôt.